Il est minuit passé. La foule tremble d'impatience. Sur la scène, un homme est enchaîné, suspendu la tête en bas, enfermé dans une cage de verre remplie d'eau. Il n'a que ses poumons et sa volonté. Les secondes passent. 3, 4, 5 minutes. Les murmures se transforment en prières. Et soudain, dans un éclat d'eau et de lumière, il réapparaît. Libre, essoufflé, vivant. Ce n'est pas un miracle, c'est Harry Houdini, l'homme qui trompe la mort. Né en 1874 sous le nom d'Eric Weiss, dans une modeste famille juive originaire de Hongrie, rien ne prédestinait le petit Harry à devenir l'un des noms les plus célèbres du XXe siècle. Sa famille émigre aux États-Unis, fuyant la misère avec l'espoir d'une vie meilleure. Très jeune, Harry développe une obsession, la liberté. Il observe les serrures, les chaînes, les coffres. Il ne rêve pas de devenir riche. Il veut comprendre ce qui enferme et comment s'en échapper. À 9 ans, il exécute son premier numéro, s'évader d'une corde attachée à une chaise. La sensation de libération est plus forte que tout. Il se sent invincible. Il n'arrêtera jamais. À l'adolescence, il découvre le nom de Robert Houdin, célèbre illusionniste français. Il l'adopte, l'adapte et devient Houdini. Le mythe est en marche. Mais Houdini n'est pas un magicien comme les autres. Il ne fait pas apparaître des colombes. Il ne se contente pas d'illusions. Il joue avec la peur, la douleur, la mort. Il transforme la scène en champ de bataille. Il se fait enchaîner, enfermer, suspendre, noyer, et à chaque fois, il s'échappe. Ce qu'il promet au public n'est pas de la magie. C'est une victoire contre l'impossible. Dans les années 1900, alors que le monde découvre le cinéma, l'électricité, l'aviation, Houdini devient un phénomène mondial. Il n'est pas seulement un artiste, il est une légende vivante. Les journaux parlent de lui comme d'un homme sans limite. À Saint-Louis, il s'évade d'une prison de haute sécurité en quelques minutes. À Londres, il défie Scotland Yard. À Berlin, il s'échappe d'une camisole suspendue à des dizaines de mètres au-dessus d'une foule. Certains disent qu'il est plus qu'humain, d'autres qu'il a vendu son âme. Mais Houdini, lui, n'a qu'un credo. Tout ce qu'il accomplit est réel. Il entraîne son corps, jour et nuit. Il retient son souffle pendant plusieurs minutes, jusqu'à perdre connaissance. Il teste ses limites comme un athlète, comme un guerrier. Il mémorise chaque modèle de serrure existant. Il apprend à disloquer ses épaules, à contracter ses muscles de façon millimétrée. Son corps est une arme, son esprit une forteresse. Pourtant, plus il triomphe, plus la rumeur enfle. Et si Houdini utilisait des pouvoirs occultes? Et si ses prouesses n'étaient pas de ce monde? Cela l'irrite profondément. Houdini déteste les charlatans. Il méprise les médiums, les spirites, les faux prophètes. Il les traque, il les démasque. Il infiltre leurs séances, il note leurs techniques et il les détruit publiquement. Il mène une guerre ouverte contre les menteurs du surnaturel, car pour lui, la magie n'est pas un don divin, c'est du travail, du courage, de la science, de la souffrance. Mais cette croisade va lui coûter cher. En 1926, après une démonstration à Montréal, un jeune étudiant le surprend en coulisses et lui demande s'il peut résister à un coup de poing dans l'abdomen. Houdini, distrait, accepte. L'étudiant frappe sans prévenir. Ce que personne ne sait, c'est que Houdini souffre déjà d'une appendicite. Les coups aggravent son état, mais fidèle à sa légende, il refuse de se faire soigner. Il continue sa tournée. Il monte sur scène, le ventre en feu, le visage pâle, jusqu'à ce que son corps lâche. Le 31 octobre 1926, jour d'Halloween, Harry Houdini meurt à l'âge de 52 ans. Le monde est sous le choc. Les journaux titrent « La mort a finalement capturé Houdini ». Mais la question reste, comment un homme aussi résistant, aussi préparé, a-t-il pu mourir d'un coup aussi banal ? Certains crient au complot, d'autres murmurent le nom des spirites qui l'avaient humilié, d'autres encore pensent que c'était son dernier tour, qu'il reviendrait. Avant sa mort,
Houdini avait passé un pacte avec sa femme. Bess, un mot de passe, une phrase secrète que lui seul connaissait. Si l'au-delà existe, il la lui transmettra. Pendant 10 ans, chaque 31 octobre, Bess organise une séance spirituelle. Chaque année, elle tend l'oreille, attend un signe. Mais rien ne vient. Finalement, en 1936, elle éteint la bougie et dit « 10 ans sont passés, il ne reviendra pas ». Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des médiums affirment avoir reçu le message. Des objets volent, des cadenas se referment seuls dans des musées. La maison des Houdini, à Harlem, devient un lieu hanté. Des enquêteurs du paranormal parlent de voix, de chaînes qui claquent, d'ombres qui bougent. Certains pensent que Houdini, l'homme qui a toujours refusé de rester enfermé, est piégé entre deux mondes. Une âme qui cherche encore sa sortie. Il y a aussi les lettres étranges retrouvées après sa mort, les carnets codés, les manuscrits inachevés. Et cette question obsédante, travaillait-il pour le gouvernement? Plusieurs documents suggèrent que Houdini aurait été un espion pour les États-Unis. Lors de ses tournées en Europe, il aurait infiltré des lieux secrets, testé la sécurité des prisons, observé les méthodes des polices étrangères. Ces évasions n'étaient peut-être pas seulement des spectacles, mais des missions. Magicien, espion, mythe vivant, peut-être les trois. Ces évasions, elles, restent légendaires. Il s'est échappé d'une boîte en bois clouée et coulée dans la rivière, d'une cellule de torture chinoise remplie d'eau, d'un cercueil enterré sous terre, d'un sac postal cousu de l'intérieur, d'un coffre-fort de banque, d'une camisole suspendue à une grue au-dessus d'un train lancé à pleine vitesse. Il n'y avait pas de triche, pas de magie noire, seulement un homme et une obsession, ne jamais être prisonnier.